que Bitcoin va descendre encore plus bas. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. Ni vos influenceurs préférés, ni les analystes de BlackRock, les institutionnels, etc. Et moi non plus d'ailleurs. Mais si vous voulez piloter correctement vos investissements, savoir si Bitcoin va aller plus bas est de toute façon la mauvaise question à se poser. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout je vais vous donner la bonne question. Celle qui va vraiment décider de ce que cette période va faire ou non à votre portefeuille. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne dépend pas du marché, elle dépend entièrement de vous. Si vous ne faites pas partie plus des 6000 personnes qu'on a accompagnées chez Cryptost au cours des dernières années, vous ne me connaissez peut-être pas encore. Moi c'est Will et ça fait 11 ans que je travaille dans l'écosystème crypto et plus de 5 ans que je dirige le service d'accompagnement et d'analyse de Cryptost. Et vous allez me voir ici de plus en plus souvent, donc bienvenue à vous. Allez c'est parti, on rentre tout de suite dans le cœur de la vidéo. Donc si vous posez cette question, vous devez peut-être vous dire la phrase que j'entends chaque semaine. J'attends de voir si ça descend encore, et après, je déciderai, je m'adapterai. Alors ça paraît prudent, sauf qu'attendre un signe sans avoir véritablement défini à l'avance eh bien ce qu'on fera quand il arrivera, c'est pas de la patience, c'est une décision qui est juste remise au moment où on sera finalement le moins capable de prendre la décision. Parce que le jour en fait où le marché va bouger extrêmement fort, que ce soit dans un sens ou dans un autre, l'émotion sera naturellement à son maximum, à son paroxysme. Et vous savez pertinemment que les bonnes décisions ne se prennent pas dans ces moments-là. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on règle un petit peu son compte avec tout ce qui est les prédictions. À chaque grand marché baissier, c'est le même théâtre. On a des analystes qui nous annoncent que finalement le plancher, donc le bottom, a été atteint, ou au contraire d'autres qui vont nous dire qu'il nous reste une phase de capitulation. Au final, le marché finit toujours par donner quelque chose que personne n'avait prédit plus ou moins. En 2018, on a beaucoup de personnes qui voyaient le bottom vers les 6000 $. Le Bitcoin est d'ailleurs resté plusieurs mois sur ces niveaux-là, et finalement il est allé chercher les 3200 $. En 2022, rebelote, on a des niveaux qui ont été réputés extrêmement solides, qui ont fini par céder les uns après les autres jusqu'à descendre aux 15 500 $ à peu près. Plus bas donc que l'ancien ATH du cycle d'avant qui était de 20 000 $, chose qui ne s'était absolument jamais vue et qui n'était absolument pas prévue non plus par tous les analystes, peu importe de quel horizon ils viennent. Donc Bitcoin a même été déclaré mort d'ailleurs depuis des centaines de fois par la presse depuis sa création. Je vous mets un petit graphique juste là pour vous montrer. Et au final, comme on dit, il y a toujours un bloc qui est miné toutes les 10 minutes, Bitcoin est toujours là. Donc le prix d'aujourd'hui contient en fait tout ce qui est déjà connu aujourd'hui. Et ce qui fera le prix de demain, ce sont des informations en réalité qui n'existent pas encore. Donc une décision de banque centrale, une faillite d'une banque, d'un gros protocole DeFi, d'un exchange, type FTX par exemple, etc. Une loi qui est votée en faveur ou en défaveur de notre écosystème crypto, peu importe. Dans tous les cas, prédire du coup le point bas, ça revient également à prédire des nouvelles qui ne sont pas encore écrites, qui ne sont pas encore sorties. Et jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé la solution et personne n'a apparemment trouvé cette fameuse boule de cristal. Et dans les marchés baissiers, il y a un piège qui est bien connu, qu'on voit à chaque fois sur les graphiques, c'est qu'il y a toujours une phase où BTC va corriger de son excès baissier avec un rebond. Un rebond de plus 20, plus 30, plus parfois 50, et c'est même arrivé en 2017-2018, plus 100%, et qui ressemble à s'y méprendre à un retournement à la hausse, ça y est, c'est de nouveau reparti, on peut de nouveau lâcher les chevaux, entre guillemets ou autre, alors que finalement, derrière, ils vont faire de nouveau plus bas, bien plus bas que ce qu'ils avaient déjà atteint. Du coup, même la stratégie de se dire « j'attends la confirmation de reprise », finit par se faire piéger. Soit on rachète sur un faux départ, soit on attend tellement longtemps, tellement de confirmations, qu'on finit par payer son retour au marché avec des niveaux qui sont bien plus hauts que ceux qu'on aurait pu prendre. Donc je voudrais juste qu'on prenne acte de ce fait-là, que sur cette question de la prédiction, au final, personne n'aura jamais la réponse, personne n'aura jamais la certitude, même en travaillant plus que les autres, même en analysant plus, même avec les meilleurs outils institutionnels du monde, ça restera qu'une histoire qu'on a envie de se rapporter, que des hypothèses là-dessus. Imaginez maintenant que je connaisse la réponse. Imaginez que je vous la donne, la date, le prix exact du point bas, etc. Admettons. Normalement, vous ne devriez pas me croire par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Et le vrai problème, finalement, va arriver après. Parce que un point bas, ça se forme à chaque fois quand plus personne, au final, ne veut acheter. Quand les nouvelles sont les pires, quand il y a du FUD sur le marché, qu'il y a vraiment de la peur, de l'anxiété, et quand votre cerveau, en fait, vous hurle d'absolument ne pas y toucher. Pour ceux qui étaient là en fin 2022 à peu près, et qui ont vu le point bas du Bitcoin à 15 500 $, dans un environnement de peur vraiment extrême, notamment suite au crash, à la faillite de FTX, à leur blocage, etc., je pense que vous avez tous vu à quel point il était difficile d'aller contre ces émotions, entre guillemets, et d'aller appuyer sur ce fameux bouton
acheter dans ces conditions-là. Et de toute façon, ce jour-là, sans règle précise définie à l'avance, même la bonne information ne vous fera pas passer à l'action, parce que vous serez complètement paralysé par vos peurs. L'information ne remplace pas la décision. Et ça montre le vrai défaut de la question de départ. Est-ce que ça va encore descendre plus bas? Ça, c'est une question de marché, c'est une question de prix, on ne peut pas le maîtriser. Or, la vraie question, celle que vous devez vous poser, celle sur laquelle vous avez un pouvoir, elle porte sur votre situation. Et c'est celle qui va vous donner les bonnes réponses, parce qu'une prédiction même juste, au final, ne couvre qu'un seul scénario, alors que votre patrimoine, lui, doit tenir dans tous les scénarios possibles. Alors voilà comment est-ce qu'on remplace une prédiction par un plan. 3 questions, simples, dans l'ordre, vous pouvez répondre tranquillement à la fin de cette vidéo, à tête reposée. Première question, à quoi sert ce capital et pour quand? Un portefeuille qui prépare une retraite dans 15 ans et un portefeuille qui doit financer un apport immobilier dans 2 ans, admettons, ne doivent pas être gérés de la même façon, même s'ils sont sur le même marché, sur le même asset. L'horizon d'investissement et le projet changent tout, parce que un est sur un horizon long terme, il peut donc traverser les creux et avoir une stratégie justement d'optimisation pendant ces creux, alors que l'autre a une échéance beaucoup plus proche et qui ne peut pas se permettre de s'exposer à tant de volatilité, notamment à la baisse. La deuxième question, c'est celle que j'appelle le test du sommeil. Si le marché faisait encore moins de 30% par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait concrètement dans votre vie pour vous, et notamment dans vos nuits? Si la réponse honnête c'est « je craquerai », le problème du coup n'est plus le marché, il est sur la taille de la position que vous avez par rapport à ce que vous pouvez porter, vous pouvez supporter par rapport en fait à votre tolérance au risque personnel. Et là on est tous complètement différents. Alors comment est-ce qu'on fixe cette taille? Donc la taille cible pour pouvoir que ce soit supportable, c'est assez simple, hein. Vous prenez le montant et vous vous dites ok, si jamais il diminue de 30% ou de moitié, à partir de quel montant ça me permet de pouvoir être confortable, de ne pas me gâcher la vie, ne pas me créer d'anxiété, d'irritabilité, de pouvoir bien dormir, etc. Une fois que vous l'avez défini, normalement, ça veut dire qu'au-dessus, vous êtes trop exposé, et en dessous, vous devriez dormir et retrouver un petit peu cette sérénité. Attention aussi à l'erreur classique que je vois bien trop souvent, si votre position est trop grosse aujourd'hui, le réflexe, c'est de tout vendre d'un seul coup, d'arracher le pansement. Ne faites pas ça, généralement, vous savez que les décisions impulsives et noir ou blanc ne sont pas les meilleures pour votre patrimoine. Ce que je vous propose de faire à la place, c'est de définir d'abord votre taille cible, telle qui passe le test du sommeil qu'on a vu juste avant. Puis, vous allez alléger progressivement pour vous en rapprocher, par palier fixé à l'avance. Par exemple, au début, vous pouvez vendre 30% immédiatement, 30% quand ça atteint un certain palier, 30% sur l'autre palier, et ainsi de suite. Votre position devient ensuite de nouveau supportable sans avoir pris de décision radicale au pire moment. La troisième question, c'est quelle est votre règle? Quelles sont vos règles? Par écrit pour chaque scénario. Et plutôt que d'en parler en abstrait, je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc, ça tient sur une feuille que vous pouvez recopier. Je vais vous montrer un exemple également juste là. En haut, vous mettez la destination du capital et son horizon. Ensuite, vous mettez le résultat du test du sommeil, puis 3 scénarios sur 3 lignes. Le marché fait un nouveau plus bas, disons par exemple moins 25%. Qu'est-ce que je fais? Et dans cet exemple, admettons, rien. Ma position est dimensionnée pour ça, je peux la supporter, elle passe le test du sommeil. Très bien. Deuxième scénario, le marché reprend plus 30%, je ressors ma feuille et je regarde, ok, j'avais défini des paliers où j'allais décharger, prendre des profits à ce niveau-là. Je l'effectue. Voilà. Tout simplement, je suis ce que j'avais marqué. Troisième scénario, admettons que le marché finalement reste immobile, est en range, en consolidation et ne fait rien pendant plusieurs mois. Je reprends ma feuille. Ok, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je vais réviser à date fixe, donc une fois par trimestre, globalement, mon scénario, mes différentes stratégies en fonction de si ça monte, si ça descend, mes règles. Parce que ma situation perso, elle a pu évoluer, elle a pu changer entre il y a 3 mois et aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire que ça change potentiellement également la raison de votre objectif. Donc ce qui est pour ça que c'est important de pouvoir le réévaluer de temps en temps. Et tout en bas, vous mettez une date et, alors je sais ça peut vous faire rire, une signature. Ce n'est pas gadget, parce que c'est ce qui va véritablement en fait transformer une intention en engagement envers vous-même. Petit tips, attention sur les chiffres que vous allez écrire, notamment pour vos règles, pour vos déclenchements du coup des différents scénarios. Il ne faut pas que ce soit des chiffres qui sont écrits au hasard. Un niveau ne vaut que s'il veut dire quelque chose pour vous, et ça peut être par exemple votre prix de revient, ça peut être le seuil de perte que vous refusez de franchir, justement celui qui ne passera plus ensuite le test du sommeil, ça peut être au contraire un montant précis que vous avez besoin à une date, etc. Donc vous ne cherchez pas à deviner au final ce que le marché donnera, vous décidez ce que le marché fera s'il va dans l'une ou dans l'autre direction. Et cette simple feuille remplie peut paraître complètement futile, je le sais, mais c'est déjà le truc le plus structuré
que l'immense majorité au final des investisseurs particuliers n'ont pas mis en application. 30 minutes de travail à tête froide, ça suffit. Je sais ce qu'on peut se dire à ce stade. Écrire 3 lignes sur une feuille, dans un marché pareil, ça paraît dérisoire. Ça peut paraître presque naïf même. Sauf que c'est pas le geste en lui-même qui compte, mais c'est l'effet de ce geste, qui est le plus important et qui est d'ailleurs l'un des mieux documentés dans toute la psychologie de la décision. On a une chercheuse en psychologie de la Dominican University of Californie, qui s'appelle Gail Matthew, qui a suivi des entrepreneurs, des cadres, des professionnels libéraux, qui ont été répartis dans 5 groupes différents. Ceux qui se contentaient uniquement d'y penser ont été à 43% en moyenne à l'atteindre ou à s'en rapprocher. Ceux qui l'avaient écrit, comme ils viennent de nous le décrire, noir sur blanc, et qui s'en rendaient compte, qui se prenaient un petit rendez-vous avec eux-mêmes tranquillement chaque semaine, ont été plus de 76% à l'atteindre. Donc presque 2 fois plus que ceux qui simplement y pensaient. Donc juste pour ce geste de l'avoir écrit. En 2006, on a une autre étude de 2 chercheurs, de Goldweiser et Sheeran, qui ont compilé 94 expériences menées sur plus de 8000 participants autour de ce qu'ils appellent l'intention de l'implémentation, dont le principe tient en une phrase, c'est également un plan écrit, sous la forme de « si telle situation se présente, alors je ferai telle chose ». Là, l'effet a été également extrêmement significatif par rapport aux personnes qui n'avaient rien écrit et pas utilisé cette formule dans leur plan. Il s'est même vérifié dans différents domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Certains venaient du domaine de la santé, d'autres de l'épargne, de la finance, d'autres du travail, etc. Donc maintenant, regardez la forme de ce plan de cette dernière étude. Si, alors. Et ce format n'a rien d'une astuce bidon de coach et compagnie, c'est scientifiquement documenté et c'est le mécanisme le plus étudié pour combler l'écart justement entre ce qu'on a l'intention de faire et ce qu'on fait vraiment quand la situation arrive. Un petit détail quand même sur ces 2 travaux, les chercheurs ont montré que ces plans aident aussi à se désengager des trajectoires qui ne fonctionnent plus. Et nous, transposés dans notre monde, donc dans l'investissement, la finance, etc., c'est ce qu'on appelle tout simplement alléger une position quand on l'avait prévu, quand le scénario ne se passe pas comme on l'avait prévu. Au lieu de s'accrocher désespérément, ou plutôt espérément, disons, à nos altcoins qui finissent par tomber à la cave et continuer juste avec de la croyance qu'ils vont finir par remonter, mais qui finissent par plomber votre portefeuille, votre patrimoine. Donc 3 lignes sur une feuille, c'est le geste peut-être le plus rentable que vous pouvez effectuer après cette vidéo. Alors il y a aussi quelque chose qu'il faut que je dise par rapport à ce plan-là, c'est que il y a une chose qui ne vous apportera jamais, c'est de pouvoir déterminer à acheter au bottom exact et revendre au top exact. La vérité de toute façon, c'est que personne ne fait ça, hormis par chance, mais la chance, ça se répète pas sur commande malheureusement. Et vous serez d'accord avec moi, je pense, de dire que il vaut mieux miser sur l'augmentation de vos compétences, de vos process qui vous permettent de pouvoir avoir une répétabilité sur vos résultats, plutôt que sur la chance, elle, qui vous donnera une façon extrêmement aléatoire de réussir ou pas vos investissements. Donc, ce que le plan évite, ce sont des accidents qui coûtent au final vraiment cher, comme capituler au pire moment ou rester paralysé pendant des mois, voire des années dans des grosses phases, notamment dans les phases de bear market. On n'a aucune méthode qui va supprimer le risque. Les cryptos restent un actif volatile, mais vous devez pouvoir et savoir comment limiter cette volatilité pour vous protéger. Donc concernant le point bas, lui, on ne saura jamais quand est-ce qu'on y est véritablement. Pour pouvoir le déterminer, il faut qu'on puisse avancer sur la timeline, avancer dans le temps, regarder en arrière et se dire « Ok, bon bah effectivement, c'était à ce moment-là le point bas ». Il y a une phrase que vous devrez vraiment garder en tête, c'est un petit peu mon mantra, c'est que le marché décidera dans tous les cas du prix, mais votre préparation décidera de ce que ce prix fera à votre patrimoine. Alors ce soir, ne vous reposez pas encore la question de quand est-ce qu'il y est le point bas, est-ce qu'on y est ou pas. Prenez simplement une feuille, écrivez ces 3 lignes. À quoi sert ce capital et pour quand ? Quel est le niveau de perte que je suis encore capable de supporter? Et quelles sont les règles pour chacun des scénarios? 30 minutes, tranquillement, à vous poser à tête froide. C'est la seule chose de toute cette vidéo qui soit à 100% entre vos mains et de très loin également la plus rentable que vous pourrez effectuer. Rappelez-vous que je vous disais un petit peu au début, c'est que la bonne question ne dépend pas du marché, elle dépend finalement de vous. Et cette feuille, c'est votre réponse. Le jour où tout le monde paniquera, vous saurez déjà quoi faire. C'est la seule chose que vous allez pouvoir maîtriser, que vous allez pouvoir contrôler. Le marché, vous ne pouvez pas. Par contre, votre réaction et vos décisions face au marché, ça, vous avez le pouvoir de le faire. Et avant de se quitter, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On s'occupera de les regarder et d'y répondre. Et également, si vous avez des idées de sujets sur lesquels vous voulez qu'on approfondisse, qu'on creuse, ils pourront faire l'objet de futures vidéos sur la chaîne.
Allez, salut tout le monde.